Bonjour à tous, bienvenue à ce dernier enregistrement pour 2023 des capsules Parlons d'innovation pour le Réseau canadien d'innovation en alimentation. Mon nom est Isabelle Marquis, je suis stratège en communication et innovation alimentaire. Il me fait plaisir pour terminer cette année de ramener à l'écran quelques-unes des personnes avec qui j'ai eu le plaisir de m'entretenir plus tôt cette année, ainsi qu'un nouvel expert pour nous résumer d'abord ce qui les a marqués dans le monde alimentaire pour 2023 et ce qu'il y a sur leur radar pour 2024. Je vous présente nos experts, Catherine Lefebvre, Bernard Lavallée, tous deux nutritionnistes et co-animateurs du célèbre balado On s'appelle et on déjeune. Stéphane Crevier, vice-président stratégie de marque et croissance pour l'agence Pigeon Brands. Julie Daigle, directrice régionale pour le Québec au Réseau canadien d'innovation en alimentation. Et Victor You, stratège digital pour la firme Nourish Food Marketing. Je vous laisse donc écouter d'abord ce qui les a inspirés ou ce qui les a marqués pour 2023. En 2023, ce que j'ai aimé voir, c'est les entreprises qui utilisent l'économie circulaire. Donc, ils vont revaloriser certains ingrédients pour faire de nouveaux produits. Ça, je trouve ça vraiment chouette. Il y a plein de belles entreprises canadiennes qui le font très bien et ça, j'espère en voir plusieurs autres. J'aime beaucoup voir aussi l'évolution par rapport à la réduction du gaspillage alimentaire. Il y a plusieurs applications qui existent pour le faire, toutes sortes d'outils, des recettes, des façons d'un peu revaloriser nous-mêmes nos aliments. On connaît la valeur des aliments, à quel point c'est précieux. Et donc, je pense qu'on va dans la bonne direction par rapport à ça, mais j'espère voir encore plus d'idées, plus d'outils pour les consommateurs de façon à réduire, mais aussi dans les institutions, les HRI, comment on peut réduire le gaspillage alimentaire de façon collective. Par contre, il y a aussi eu toute la question de la déqualification. Donc, les produits qui vont changer certains ingrédients dans la liste, avoir des produits un petit peu plus transformés. Là, j'ai l'impression qu'on a fait un grand pas de recul parce qu'on avait tellement fait d'efforts pour améliorer la qualité de l'offre alimentaire. Et là, on se retrouve malheureusement avec des produits plus transformés, avec des ingrédients qui ne sont pas nécessairement intéressants pour la santé et pour la planète. Et donc, ça, c'est très triste, puis j'espère qu'on va remédier à la situation. C'est une situation particulière en ce moment. Il y a plusieurs raisons qui expliquent pourquoi les fabricants vont faire ces choix-là, mais je pense que si on veut réfléchir à l'alimentation de demain, il va falloir avoir une vision un petit peu plus à long terme pour avoir une offre alimentaire qui se tient et qui peut durer dans le temps. Bonjour, Stéphane Crevier, vice-président stratégie de marque chez Pigeon. Ce qui m'a marqué en 2023, disons que c'était une année où ça a été un peu le marketing de tout. Ce qui nous a marqué, c'est que malgré certaines tendances de fond, il n'y a pas un grand courant comme on a pu voir il y a quelques années qui s'est forgé, ce qui fait que dans la multitude de projets qu'on a eu, on a eu autant les mandats ou toute la partie ou le positionnement de valeur environnementale d'une marque, c'est fait. On voit de plus en plus, en effet, de nouvelles tendances au niveau soit technologie ou de la revalorisation, l'économie circulaire apparaître, ça c'est des choses. Mais en même temps, de notre côté, le marketing de la protéine, le marketing du réduit en sucre, le marketing vraiment de toujours de certains bénéfices où on voit apparaître justement des micro-gammes à travers les marques pour essayer de parler à tout le monde. Donc, c'était une chose, disons que de vouloir rejoindre le plus possible cette micro-segmentation-là a été une chose. 3 tendances macro pour 2023 à identifier. Je vous les nomme, le développement durable, les solutions technologiques pour contrer la pénurie de main-d'œuvre, puis tout ce qui a trait à la santé des consommateurs. Donc, la première tendance, c'est en lien avec le développement durable. Il y a la relation entre la production alimentaire et les changements climatiques. On dit qu'il y a plus de 25% des émissions de gaz à effet de serre qui sont liées à l'agriculture et à la production alimentaire.
Fait qu'au niveau des tendances, ce que ça fait, c'est qu'on voit des nouvelles solutions en lien avec la réduction du gaspillage, l'efficience énergétique, une meilleure utilisation de l'eau, la valorisation des coproduits de transformation, des initiatives donc en développement durable, notamment la circularité. Ça fait que ça, c'est la première tendance que j'ai identifiée puis je qualifie de majeure pour 2023. La deuxième, la pénurie de main-d'œuvre. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a la population, évidemment, qui est en décroissance dans les pays développés, notamment le Canada. Ça entraîne un besoin d'efficacité. Ça fait que qu'est-ce qu'on va chercher comme solution? C'est la robotique, l'automatisation des procédés, la numérisation, l'intelligence artificielle qu'on retrouve partout de plus en plus, les chaînes d'approvisionnement aussi qui sont de plus en plus efficaces. Pourquoi? Pour répondre aux besoins de main-d'œuvre. On retrouve parallèlement des produits qui sont développés spécifiquement pour les seniors. Donc, on appelle ça l'économie des seniors. Donc, c'est les produits et services qui sont développés pour la classe d'âge de 60 ans et plus. On peut appeler ça en anglais aussi la Silver Economy. Donc, c'est ma deuxième tendance. Et la troisième, en lien avec la santé des consommateurs, l'obésité. D'autres conditions en lien avec l'alimentation sont en hausse présentement. En réponse, on développe des produits alimentaires santé, valeur ajoutée, fonctionnels, et on voit aussi l'utilisation des protéines végétales, des produits plus simples dans la liste d'ingrédients, des produits fermentés pour notre microbiote. Et aussi, dans cette tendance-là, il y a le développement de la nutrition personnalisée et la santé des femmes aussi, qui est plus un tabou. Donc, on a des services et des produits spécifiquement pour les femmes qui ont été développés en 2023 puis qu'on va voir dans le futur également. Pour moi, 2023, je pense qu'il y a plusieurs points qui m'ont beaucoup marqué, dont le premier, c'est l'intelligence artificielle, que c'est rendu un algorithme ou que c'est tellement avancé qu'on peut utiliser comme un outil qui est suffisamment bon pour faciliter nos tâches et nos vies. Et aussi, une des choses que j'ai réalisées, c'est que les consommateurs sont rendus moins carnivores. Donc, c'est pour ça que là, il y en a des tendances de la fausse viande comme Impossible Meat, Notco. Là, c'est des produits qui ont récemment sorti. Et c'est là qu'on commence à l'utiliser ou on commence à les voir dans les supermarchés. Donc, notamment Notco, ça m'a beaucoup marqué parce que Notco, les produits comme les burgers, le lait, ça coûte exactement comme la vraie affaire. Donc, ce qui est intéressant avec Notco, c'est que c'est une compagnie de Chile. Et on utilise l'intelligence artificielle pour savoir c'est quoi les composantes, qu'est-ce qui fait le lait comme du lait. Et c'est pour ça qu'ils ont réussi à trouver comme 15 composantes de saveur et réussi à tout mélanger ça pour que ça donne exactement le goût et la texture du lait et des hamburgers. Donc ça m'a beaucoup marqué pour celui-là. Le troisième point ça m'a beaucoup marqué, c'est les consommateurs, surtout les milléniaux, privilègent beaucoup sur la santé et le bien-être. Et on pense vraiment comme les technologies portables ou qui peuvent suivre la qualité et la quantité de sommeil qu'ils reçoivent. Et on sait qu'un meilleur sommeil peut facilement aider à prévenir les maladies cardiovasculaires. Et même en résultat, le monde a tendance à manger beaucoup plus santé. Le quatrième point, c'est surtout quelque chose que j'ai remarqué, surtout dans les restaurants. Et je pense que cette année, à cause de la pénurie de la main-d'œuvre, c'est qu'ils ont été remplacés. Il y a certaines positions qui ont été remplacées par des robots. Donc, habituellement, les robots, on pense que c'est plus utilisé dans les fermes modernes.
pour arroser les fruits, les arbres et tout ça. Mais là, c'est ça, avec l'industrie de la restauration, c'est ça, ça aide à lutter contre le manque de personnel, mais aussi diminuer les erreurs humaines. Et je pense comme une place à Hot Pot qui ici à Montréal, le Heidi Lau, qui utilise des robots chats, qu'on dit. C'est ça, dépendant c'est quoi les ingrédients que tu veux pour ton Hot Pot, ils arrivent tout en même temps et c'est sûr que tu n'as pas besoin de chasser le serveur et dire hey, j'ai manqué un ingrédient, je mange les champignons que j'avais commandés. Donc, je pense que l'utilisation de robots, ça aide à moins faciliter pour le domaine de la restauration. Et la dernière tendance que moi, j'ai beaucoup réalisé, c'est que tout ce qui est déjà connu sur TikTok, un des tendances, c'est le dalgona. C'est que le dalgona est rendu pas mal une saveur qu'on retrouve surtout dans les cafés. Je pense comme Meat Fresh, The Alley, c'est vraiment des places comme Bubble Tea. Et ils commencent à intégrer ces saveurs-là dans ces boissons-là. Donc ça, c'est pas mal les 5 points que ça m'a beaucoup le plus marqué en 2023. En 2023, ce qui a le plus retenu mon attention d'un point de vue de l'alimentation, c'est le phénomène de réduflation, où en fait, c'est plus la grogne des consommateurs par rapport à la réduflation, parce qu'on sait que ce phénomène-là, donc de réduire le volume ou le format des produits, mais de le vendre au même prix, ou même d'augmenter le prix, c'est un phénomène qui existe depuis longtemps, et ce n'est pas nouveau dans l'industrie. Mais parce qu'on vit une inflation monstre, parce que le portefeuille des gens est en train de rapetisser petit à petit. On voit vraiment une grogne populaire contre la réduflation. Et donc, ça veut dire que l'industrie va vraiment devoir s'adapter. En fait, cette année, ce que j'ai vu, c'est carrément des forums, que ce soit sur Facebook ou d'autres médias sociaux, de gens qui se partagent des compagnies qui pratiquent la réduflation pour les dénoncer carrément, pour les boycotter. En Europe, il y a eu des initiatives de supermarchés qui pointent du doigt les entreprises qui font la réduflation pour dire non, 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 c'est pas de notre faute, c'est eux le problème. Donc, on voit que c'est une pratique qui est vieille, comme, j'allais dire comme le monde, mais vieille comme l'industrie agroalimentaire, mais qui en ce moment ne passe pas du tout et qui a fait énormément les manchettes. Donc, pour moi, je trouve ça vraiment intéressant à regarder. Puis, c'est sûr que moi, comme nutritionniste, je suis content que les consommateurs se plaignent de ce phénomène-là parce que pour moi, même si je comprends les défis de l'industrie, quand c'est fait à l'insu des consommateurs, pour moi, c'est problématique. Donc, je suis quand même content qu'il y ait cette espèce de mouvement populaire pour en parler davantage. Et ce qui est intéressant par rapport à cette espèce de mouvement populaire-là, c'est que l'industrie va devoir s'adapter. Puis comment est-ce on va faire pour s'adapter, je pense, c'est la transparence. Puis je veux dire, il n'y a rien de nouveau à parler de ça, mais je pense qu'il faut arrêter de passer un sapin aux consommateurs. Il faut absolument être transparent. Donc, si les produits coûtent plus cher, parlez-en que les produits coûtent plus cher. Si vous réduisez le format, montrez-le que vous réduisez les formats parce que malheureusement, quand on essaie de le cacher, aujourd'hui avec les médias sociaux, ça va paraître. Donc, ça prend une seule personne qui l'observe pour qu'une photo circule puis que tout le monde le sache et que ça montre une certaine malveillance peut-être de la part de l'industrie ou en tout cas, c'est l'impression que ça va laisser. Donc, je pense que la transparence va toujours être gagnante par rapport à ça. Et voici maintenant ce qu'ils ont sur leur radar pour 2024. Le truc que je vais surveiller le plus pour 2024, c'est l'arrivée ou du moins la popularisation d'Ozempic. Donc, ce médicament-là qui est vendu comme étant le remède miracle contre le poids. Donc, c'est un médicament de perte de poids qui est une imitation d'une hormone de la satiété, donc qui coupe la faim. Puis, ce qui est intéressant, c'est que ça fait quand même quelques années que le médicament existe, qui était donné aux diabétiques. C'est un traitement qui était donné aux gens qui souffrent de diabète, mais on s'est rendu compte que ça aidait à faire du poids, à perdre du poids. Et donc, il y a une grande partie, de plus en plus de gens dans la population qui sont en train d'être mis sous Ozempic pour perdre du poids, mais tellement que ça pourrait influencer l'industrie agroalimentaire. Parce que si on a une population qui consomme un médicament qui coupe l'appétit, donc qui coupe les quantités de calories, les quantités de nourriture qui sont consommées chaque jour, alors ça risque d'avoir un impact. Évidemment, en ce moment, ça reste marginal, on s'entend, surtout qu'il y a des pénuries dans les médicaments. Donc, on n'est même pas capable de répondre à la demande. Mais si un jour on arrive à répondre à cette demande-là, et si un jour il y a de plus en plus de gens, une grande part de la population qui est mise sous ce médicament-là, ça risque d'avoir une influence sur les ventes. Même dernièrement, je voyais un article
qui était pour le temps des fêtes, qui disait comment avoir des bonnes manières à table quand on est sous Ozempic, parce qu'il faut savoir que comme ça coupe l'appétit, on a moins le goût de manger. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on est reçu chez les gens, mais qu'on a moins faim parce qu'on a pris le médicament? Donc, évidemment, on peut avoir l'opinion qu'on veut par rapport aux médicaments, on peut avoir l'opinion qu'on veut par rapport à cet article-là, mais ça montre qu'il y a des questions qui vont surgir dans la société par rapport à l'utilisation du médicament et c'est sûr que ça va avoir un impact sur l'acte alimentaire et donc sur l'industrie en général. Donc, pour 2024, dans notre rapport de tendance à Nourish, on a développé 8 points qu'on peut retrouver dans ce rapport-là. Donc, pour moi, ce que moi, je vais couvrir, c'est 3 points importants. Moi, je vais parler sur l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est quelque chose qu'il faut s'adapter. Il faut utiliser comme dans le quotidien. Et c'est qu'il faut pas vraiment avoir peur à cause de ChatGPT et DALL-E. L'intelligence artificielle peut être utilisée pour planifier les repas en fonction des besoins individuels, puisque la science de la nutrition n'est pas une solution unique pour tous. Donc, disons, si tu es diabétique ou une personne qui manque d'inspiration, ce qui fait avec l'intelligence artificielle, c'est qu'il peut analyser ton frigo, c'est quoi les ingrédients, qu'est-ce que tu peux faire. Et une fois que tu as aimé ce plat-là, c'est un peu comme l'effet Netflix où il peut suggérer d'autres plats que tu peux essayer. Disons, tu as essayé la cuisine mexicaine, après ça, il peut te proposer d'autres plats mexicains si c'est quelque chose qui t'intéresse. L'intelligence artificielle est aussi utilisée dans les supermarchés, surtout en France. Un supermarché s'appelle Carrefour, où les prix seront ajustés en fonction de la proximité de la date d'expiration. Ce que ça veut dire, c'est qu'on peut pencher les chips RFID qui sont sur les cartons ou les produits. Donc, on peut utiliser des caméras pour voir si l'ingrédient pourrait. Et après ça, il peut ajuster, il peut dire si c'est près de la date d'expiration. Donc, ça serait moins cher. L'autre point que je voudrais couvrir, c'est que c'est la génération alpha, parce que ça, en 2024, c'est important, et on couvre ça dans notre rapport à Nourish, c'est que la génération alpha, c'est des adolescents, et à 13 ans, ils peuvent créer des comptes sur les médias sociaux. Donc, on peut penser que la génération alpha aussi, il y aura d'influence sur les décisions d'achat, parce que la majorité des parents sont soit des milléniaux. Et ce que ça peut dire, c'est que s'il voit quelque chose sur TikTok ou sur Instagram, après ça, il aura plus de tendance à suivre les tendances sociales actuelles. Et la dernière affaire, c'est aliments à base de plantes mélangés avec un peu de produits laitiers ou de viande. Parce qu'en 2023, on a réalisé que oui, ça coûte comme le Impossible Burger ou Notco. C'est bon, ça coûte comme la viande, mais le problème, c'est que soit ça coûte égal ou quelque chose de plus cher que la vraie viande. Donc, on pense qu'en 2024, il peut s'inspirer dans d'autres cuisines où que c'est déjà, il y a beaucoup de plats végétariens. Donc, je pense surtout à la cuisine mexicaine, vietnamienne, thaïlandaise, indienne. Ce sont des cuisines qui sont très savoureuses et axées sur les plantes. Donc, je peux penser comme les tacos mexicains ou qui ajoutent un peu de fromage queso, ou à la cuisine vietnamienne où que c'est disons, des rouleaux, des spring rolls. Et après ça, il met ça avec la sauce de poisson. Donc, c'est ça où qu'on dit c'est un peu de viande qui sont introduits. Donc, c'est pas mal ça les 3 points que je veux vous couvrir. Et si vous voulez savoir plus sur les tendances, vous avez juste qu'à télécharger notre tendance de rapport 2024 à Nourish. Pour 2024, ce qu'on tient à surveiller, on sent quand même une vague de fonds arriver avec tous les engagements ESG, donc Environmental Sustainability Governance chez les entreprises. On voit que plusieurs choses, surtout du niveau emballage, amélioration des emballages, tout le côté empreinte environnementale. Et ce qu'on surveille aussi, c'est est-ce que les entreprises, surtout dans le milieu agroalimentaire, lesquelles vont commencer à vraiment partir de fond, le fameux projet avec l'étiquetage nutritionnel, l'avertissement qui va arriver pour janvier 2026,
à savoir est-ce que j'ai le bon positionnement de marque, est-ce qu'il y a des choses à voir. Disons que l'année 2024 s'annonce très, 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 très occupée, tant en réflexion, planification, innovation, réaligner des choses pour être prêt justement à livrer, disons, pour 2025. Donc, une grosse année 2024, d'être, comme on dit, les deux mains dedans dans la réalisation de plusieurs projets, avec les défis quand même dans le milieu d'équipes marketing réduites, de ressources plus limitées, mais qu'il faut quand même faire arriver les choses, et l'inflation ou les pressions économiques sur les consommateurs amènent déjà beaucoup de réflexions sur les messages en communication, les marques, cette idée de prix, de promotion. C'est ce qu'on voit vraiment pour 2024. En 2024, je nous souhaite plus de justice sociale pour que l'alimentation saine et durable soit accessible à tous. Et pour y arriver, je pense qu'il faut y penser de façon globale en tant que société et s'intéresser davantage aux politiques alimentaires pour y parvenir. Je pense qu'on a toutes les bonnes idées, les bonnes innovations. Il suffit de les mettre en place et de penser à tous les acteurs dans la chaîne alimentaire, dans ce grand système alimentaire, pour s'assurer que personne ne soit oublié. Pour 2024, ce que je nous souhaite, c'est que le RCA puisse supporter encore plus d'entreprises du Québec, voir des collaborations s'établir entre des entreprises du Québec et d'autres entreprises ou en organisations d'autres provinces canadiennes. J'aimerais aussi voir les entreprises avec lesquelles on a pu supporter financièrement, qui étaient dans la phase de recherche et développement pré-commercial, atteindre le marché, développer leurs services, leurs technologies, leurs produits, donc pouvoir les voir croître, avoir du succès commercial. Évidemment, je souhaite qu'il y ait de plus en plus d'entreprises canadiennes de l'industrie alimentaire francophones qui joignent le Réseau canadien d'innovation en alimentation, particulièrement les entreprises du Québec, parce qu'évidemment, c'est mon territoire, mais des étudiants, des chercheurs, des startups aux grandes entreprises, des entreprises même de l'extérieur du Canada sont bienvenus dans le réseau. On est présentement autour de 4000 membres. On interagit sur notre plateforme qui, si vous ne le savez pas, s'appelle Yodel. Et ça offre de l'information dédiée à l'innovation alimentaire, la possibilité de communiquer aussi avec d'autres membres directement sur notre plateforme, d'échanger sur le forum. Et puis, si vous nous écoutez, imaginez, vous vous inscrivez aujourd'hui, vous devenez membre aujourd'hui gratuitement. Dès aujourd'hui, vous avez accès à nos outils de recherche pour trouver des nouveaux programmes de financement qui vont vous aider à supporter financièrement vos projets innovants. Vous allez pouvoir rencontrer des nouveaux partenaires, des collaborateurs de notre écosystème d'innovation alimentaire partout au Canada. Et puis, répondre à vos questions qui ralentissent le développement de vos produits via notre forum. Vous posez une question aujourd'hui, vous avez la réponse, puis on peut vous aider. Imaginez, je vous invite à vous joindre à nous. Un grand merci à mes 5 invités pour nous avoir généreusement partagé leur vision de 2023 et 2024. Pour ma part, je vous dirais rapidement que ce qui m'a le plus marqué en 2023, c'est de constater de manière flagrante et claire à quel point l'ensemble de nos systèmes alimentaires sont vulnérables face au contexte géopolitique et environnemental et tous les défis qu'on a eus à ce niveau-là tout au long de l'année. Et je m'attends donc pour 2024 de voir émerger de plus en plus de projets de concertation entre les différents secteurs et les différents maillons de notre chaîne alimentaire sur une multitude de projets qui viseront essentiellement à améliorer et augmenter notre résilience, mais aussi notre indépendance alimentaire. Je m'attends aussi et je souhaite en même temps que le développement durable devienne une seconde nature, si je peux me permettre l'expression, pour l'ensemble des organisations de notre secteur et qu'on passe véritablement de l'idée à l'action, au projet concret. Il y a de très belles opportunités d'innovation autour de la grande thématique du développement durable.
qui soit non seulement bénéfique pour l'environnement et pour notre planète, mais aussi pour la santé des individus et la santé financière aussi des entreprises, parce qu'il y a énormément de pertes et de potentiel non exploité dans nos procédés, dans nos façons de faire. Si on arrive en mettant le développement durable au cœur de nos actions et nos stratégies, à optimiser nos façons de faire à tous les niveaux, ce sera assurément payant et rentable aussi pour les entreprises de faire ce virage-là. Donc, c'est ce que je souhaite voir de plus en plus pour 2024. Il ne me reste plus donc qu'à vous souhaiter à tous une excellente fin d'année. Merci de nous avoir suivis tout au long de 2023 et au plaisir de vous retrouver en 2024 pour une toute nouvelle mouture de Parlons d'innovation pour le Réseau canadien d'innovation en alimentation. À bientôt!